Il est 4 heures du matin et Amy Johnston s'entraîne avant le travail. Une cascadeuse doit faire preuve de discipline, de force, de coordination, de courage et d'un certain sens de l'humour pour supporter la douleur. Comme Halima Dorsey, les cascadeuses dissimulent leur visage et leurs hématomes. Leur cascade vous donne des sueurs froides, vous coupe le souffle ou vous émerveille dans les salles obscures. Les meilleures cascadeuses sont invisibles, jusqu'à maintenant. Et action! Grimper par-dessus un mur, défier les voitures, porter des coups de poing ou de pied, tournoyer dans l'espace, brandir des objets parfois tranchants et ressentir la chaleur d'une explosion sont juste quelques exemples de dangers auxquels elles doivent faire face au quotidien. Une actrice joue un personnage, mais une cascadeuse doit jouer une actrice qui joue un personnage, tout en conduisant vite et en assurant un maximum. Voici l'histoire des héroïnes cachées d'Hollywood, de leur lutte face caméra pour jouer au meilleur niveau et de leur combat hors caméra pour être traitées de façon juste et égale. Nouvelles et anciennes ont accepté de partager leurs expériences et leurs réflexions sur l'évolution du métier. Chacun sait que derrière toute grande actrice se cache une grande cascadeuse. On compte de nombreuses femmes parmi les meilleurs cascadeurs aujourd'hui. Je suis la première afro-américaine coordinatrice de cascade d'un gros projet à la télé. Au début des années 80, on n'avait pas conscience que certains de ces films deviendraient des classiques. Scarface a été l'un de mes premiers films. Un an après la loi sur le droit à l'avortement, Sergeant Anderson sort à la télévision. La vague féministe des années 70 se reflète dans la pop culture. Les personnages féminins deviennent plus forts, plus rapides et plus audacieux. On prenait plus de risques à l'époque. J'ai découvert les cascades en regardant le film La Fureur du danger. I had to do a transfer from a helicopter to a biplane. You're not honest if you don't say there's a little bit of fear. Sometimes the business isn't kind, and there's only so many jobs and there's a whole lot of people. La popularité des films catastrophes des années 70 permet à de plus en plus de femmes de devenir cascadeuses. C'est la loi de l'offre et de la demande. Plus de rôles à pourvoir rime avec plus d'intéressés. Mais des femmes qui tombent du haut des escaliers, ça n'a rien de nouveau, comme ici Aline Goodwin. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, on faisait surtout appel aux hommes pour se crêper le chignon. Ces plans sont des exceptions qui montrent des femmes chevauchées dans le Far West et tombées de leur monture. Rares sont les femmes qui ont eu l'occasion de résister à de terrifiantes catastrophes, comme un ouragan ou à des créatures telles que King Kong. Mais au début du cinéma, c'était bien différent. Les femmes étaient les stars des comédies, des drames et des films d'action. À l'époque où aucune mesure de sécurité n'existait, elles pouvaient faire toutes les cascades qu'elles voulaient. À bien des égards, le Hollywood des années 1910 était en avance. On y employait des femmes et des immigrants. Pendant l'âge d'or des films à épisodes, beaucoup étaient dirigés par des femmes. Il y avait plus de femmes qui réalisaient et plus de femmes qui possédaient des sociétés de production dans les années 10 que dans les années 80. J'ai été très impressionné par la scène de la moto et du train, parce qu'il n'y a aucun moyen de truquer ça. Non. Tout en roulant sur la moto, elle a réussi à monter sur le train en marche. C'est incroyable. C'était l'aventure. La vraie. On pouvait absolument tout faire. Ces femmes n'avaient vraiment pas froid aux yeux. Ça ne devait pas être facile de vivre dans ce milieu à l'époque et de se faire une place. Elles ont dû batailler tout au long de ce siècle. J'ai vraiment beaucoup de respect pour toutes ces femmes qui se sont battues si fort. Quand on voit ces cascades qui remontent à plus d'un siècle, est-ce qu'on vous laisserait faire ça aujourd'hui? Non, non. Non, non, surtout pas. Non. Dans un film comme Fast and Furious, par exemple, la scène où je vais à 40 km/h sur un camion-citerne, on coupe et c'est Heidi Moneymaker, ma doublure, qui fait le salto à l'arrière du camion. Elle est formidable. En plus, le camion roulait à 65 km/h, c'est pas la même chose. Il faut énormément de discipline et de talent pour être cascadeur. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font. Je vous respecte beaucoup pour ça. Mais il y avait beaucoup de femmes qui pouvaient vraiment faire ce genre de cascade?
Une des premières actrices s'appelait Helen Holmes. Quand elle a quitté le cinéma à cause d'une blessure, elle a dû mettre fin à sa carrière. Elle a été remplacée par la femme qui avait doublé ses cascades. Cette femme ne s'appelait pas Helen, mais ils lui ont dit de changer de nom pour devenir Helen. On l'a donc appelée Helen Gibson, parce qu'on voulait donner au public l'illusion Que c'était elle. que c'était toujours Helen qu'on voyait dans ses aventures. Ensuite, on a continué à l'appeler Helen Gibson pendant un certain nombre d'années. Avec le feu, on prend beaucoup plus de précautions aujourd'hui. C'est fou de voir ces scènes avec des femmes qui sont littéralement entourées par les flammes. Je ne sais pas comment elle faisait ça. J'adore regarder ces images parce que j'apprends beaucoup. C'est elle qui était sur un train. Elle passe du train à l'échelle. Je crois qu'on pourrait encore retrouver ce genre de cascade aujourd'hui. Le harnais serait attaché et on l'effacerait par la suite, en post-production. Vous pouvez expliquer où on attache le harnais? Je comprends pas trop ce que vous voulez dire. C'est un harnais qu'on passe entre les jambes, un peu comme un baudrier pour faire de l'escalade. Et puis il est simplement attaché à l'arrière. Vous avez un câble derrière vous, un câble très fin qui peut soulever peut-être 90 kilos. Plus que ça même. Et ce câble est attaché à l'hélico. Donc si on tombe, on est quand même retenu. C'est ça, on est retenu. Au tout début du cinéma, il y avait énormément de femmes qui faisaient des cascades. Elles jouaient des femmes en danger et elles faisaient des cascades incroyables. Mais leur jeu était juste considéré comme un amusement secondaire. On allait voir ça juste comme ça. Quand est-ce qu'on s'est dit que les actrices devaient arrêter de se mettre en danger? Quand on s'est rendu compte que ce n'était pas juste un petit truc rigolo qui se faisait dans l'Ouest, auquel personne ne prêtait attention et que tout le monde prenait de haut, quand on a commencé à comprendre qu'il y avait des millions de dollars à gagner par ici, tout à coup, l'industrie a totalement changé. Les femmes ont commencé à être reléguées au genre de rôle qu'on leur accorde depuis ces 80 dernières années. Une fois qu'on s'est rendu compte que les films allaient attirer du public et qu'on a commencé à se faire de l'argent, alors tout à coup, les hommes se sont emparés des rôles et ils ont mis les femmes de côté. Il y a eu beaucoup plus d'hommes devant la caméra. Les hommes sont devenus les grandes stars des films et on a même commencé à voir des hommes doubler des femmes à l'écran. Pardon me. Oh, you were just simply wonderful. I didn't know girls could do such dangerous things. Will you sign my autograph book? Sure, honey, with love and kisses. Oh! You're a man. Sure, a stuntman. A stuntman. I double for the leading lady. Dans le temps, on ne pensait pas que les femmes étaient capables de faire certaines choses. Mais aujourd'hui, on se doit de savoir faire ces choses-là. Elles se sont battues si fort pour nous permettre d'en arriver là qu'on ne peut pas se permettre maintenant de ne pas être capable. En tant que femme cascadeuse et en tant que femme dans l'industrie du cinéma, j'admire toutes celles qui étaient avant moi, parce que ce sont elles qui ont ouvert les portes. Les femmes cascadeuses ne cachent pas leur jeu. Elles sont vraiment très solides et elles se donnent à fond. J'aime bien ça. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est Ginny Hepper. Ginny Hepper a doublé Linda Carter dans la série télé Wonder Woman. Elle n'avait vraiment pas froid aux yeux. Hey, you okay, babe? All right. Here, give her a hand. Well, you came through the right to the bricks. You all right? Yeah, I'm fine. Look. Quand j'avais 9 ans, mon père m'a dit qu'on cherchait une fille de mon âge qui pourrait descendre le long d'une falaise à cheval. Tu crois que tu peux le faire? Et j'ai répondu, c'est payé? Oui. C'est comme une communauté. Certaines personnes font du sport ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils sont sur les films ensemble, donc ils deviennent très proches. C'est mon père qui a commencé la lignée familiale, John Hepper. Il avait débuté dans les années 30. Il a doublé Gary Cooper, Ronald Reagan, Henry Fonda, Errol Flynn. À cette époque-là, on était gosses, on ne se rendait pas compte de leur célébrité. Tout ce que je sais, c'est qu'ils venaient à la maison boire des coups. J'ai des souvenirs comme ça qui me font très chaud au cœur. Quand je regarde des vieux films maintenant, je me rappelle « Ah oui, papa avait ramené ce type à la maison ». Mon père a commencé, tous ses enfants ont suivi, et puis mes enfants également.
Mes frères et sœurs ont leurs enfants dans le métier. Si on avait tous été sur le même film, ça aurait été fou, parce qu'on aurait été 6 épeurs à passer notre temps à se bagarrer, s'amuser, sortir et boire après. Je ne savais même pas ce que c'était une cascadeuse, et puis un directeur de casting m'a dit « Il y a une audition, on recherche une fille pour sauter par-dessus une table à repasser. » Alors j'ai dit « D'accord, je crois que je peux faire ça. » Je me suis présentée à l'audition et j'ai été prise. J'ai une actrice, tu serais parfaite pour sa doublure. C'était Pam Grier. C'était une véritable déesse. De l'action. Oui, c'est pour ça que ça a marché. Comme on travaillait souvent ensemble, on ne remarquait pas quand ça passait de Pam à moi. C'est super ça. Ouais, c'était super. Ils pouvaient filmer directement de face ou à partir de n'importe quel angle. On ne pouvait pas voir de différence. On pensait que j'étais Pam. Ce qui est important dans tout ça, c'est que c'était le début d'une époque où les Afro-Américains devenaient visibles et leur talent était reconnu. Quand j'ai rencontré Doris Day la première fois, je devais la doubler dans un film qui s'intitule Opération Caprice. Je devais monter sur Mammoth Mountain et me suspendre à un hélicoptère à 1 mètre du sol. Mais j'étais à 120 mètres au-dessus de Mammoth Mountain sur une échelle de corde sécurisée par un câble. Je parle souvent du travail que nous avons fait, nous, les pionnières dans le métier, et de toutes les portes que nous avons réussi à ouvrir. Mais les portes sont encore lourdes aujourd'hui. Ah oui, vraiment? Ah oui, c'est encore difficile. Je ne dis pas que c'était plus facile avant, c'était plus dur. Mais parfois, ils préfèrent encore foncer la peau d'une personne ou mettre une perruque sur un homme. On est toujours face au même problème que vous avez dû connaître à l'époque. J'étais la seule cascadeuse sur le tournage ce jour-là. Quelqu'un est venu me voir et m'a demandé si c'était moi qui faisais la cascade. Je suis arrivée juste à temps pour voir le régleur de cascade qui mettait des vêtements de femme. Je lui ai dit de ne pas me prendre mon boulot. Et il m'a répondu que c'était trop dangereux. C'était la 3e fois que je vivais ça. À chaque fois, je leur ai dit « Je rêve ou je vois un homme jouer une femme ?» Je me souviens par exemple d'une fois où ça ne fonctionnait pas du tout. C'était dans Robocop. Il y a une scène qui se passe dans une aciérie. En résumé, elle se fait frapper par l'un des méchants et elle doit chuter sur une plateforme. On avait une cascadeuse, mais quand elle tombait, ça n'allait pas. On a essayé et réessayé, mais au bout d'un certain temps, il lui a dit « Écoute, je suis désolé, mais je crois que je vais le faire moi-même. » Alors il a mis une perruque et si vous regardez le film maintenant, vous voyez bien Nancy qui tombe sur le plan large. Et sur le plan rapproché, c'est encore Nancy. Mais la chute, c'est le coordinateur de cascade. Parfois, on me dit qu'on ne peut pas trouver de femme qui puisse faire ce qui est demandé. Je ne sais pas. Je crois que les femmes peuvent tout faire, donc je ne sais pas si c'est vrai. C'est dit. C'est une cascadeuse qui devrait être embauchée pour doubler une actrice. S'ils mettent une perruque sur un homme, pour moi, ça veut dire que je m'entraîne pas assez. Il faut que je travaille plus dur pour qu'il n'ait pas à se dire qu'il faut encore faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Trois, 2, 1, go! Allez, vas-y! J'adore être cascadeuse. J'adore la possibilité de... Peut-être que c'est pareil pour toi. C'est comme un exutoire où on ressent une sorte d'énergie intérieure que l'on peut projeter pour créer quelque chose. Comme j'ai dit, il y a une sorte de lien entre la performance et quelque chose qui reste à créer. La cascade dans True Lies, c'est vraiment le rêve suprême de tout cascadeur. L'hélico volait juste au-dessus de moi et la voiture faisait des embardées. J'entendais juste fou, 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 sans cesse. J'entendais juste l'hélicoptère et le vent qui soufflait. Finalement, il est descendu près de la limousine qui allait à 75 km/h et tout à coup, c'est devenu complètement surréel. J'étais comme dans un rêve.
La seule chose que je voyais, c'était un énorme mur de feu et de fumée, et je savais qu'après ce mur, j'allais décoller. Il n'y avait plus de limousine. Et tout à coup, boum! C'était magique, parce qu'à ce moment-là, j'étais là-haut. Et je me regardais ici, en bas. Je me dirigeais toute seule, et je me disais, oh, génial, c'est parfait. Magnifique. Tous ces mots arrivaient dans ma tête. En même temps, j'avançais là-haut, vers le soleil. C'était extraordinaire, extraordinaire. Au moins une fois par film, je me dis que je sais où je suis et je sais ce que je fais. Chaque cellule de mon corps m'indique que c'est ce dont j'ai besoin. En ce moment, beaucoup de filles font des sports de lancer. Elles font du judo ou de l'épée. Je me suis entraînée à beaucoup de choses. Tremplin, câble, feu, combat, chute, etc. Et je ne pense pas avoir une spécialité particulière parce qu'il y a encore tellement de choses à apprendre. Je suis gymnaste et danseuse et j'ai fait plein de sports, comme du softball et du volleyball. J'ai aussi été pom-pom girl. Tout ça me permet d'avoir les compétences nécessaires pour être cascadeuse. Il y en a tant. Pour diverses raisons, je vais préférer tel accident de voiture ou telle scène de combat ou un incendie en particulier. J'aime particulièrement travailler avec le feu. J'ai fait la torche humaine de nombreuses fois et à chaque fois c'est différent. Ça, c'est du gel ignifuge. C'est comme une barrière pour protéger la peau. Quand je travaille avec le feu, ma priorité, c'est de faire confiance à tous ceux qui m'entourent. Comme ça, je n'ai pas à m'inquiéter de ce qu'ils font. Dans Agents of S.H.I.E.L.D., j'étais reliée à un câble propulsé par un vérin. C'est une machine qui décuple la force de tirage et qui vous projette dans les airs. Mais j'étais aussi au milieu d'une boule de feu. Quand j'en suis sortie, je me suis retrouvée au milieu d'une allée dans le centre de Los Angeles. Je devais retenir mon souffle, prendre feu, être projetée avec le câble et jouer jusqu'au bout. Donc ça faisait beaucoup de choses. J'ai eu chaud, je vais pas vous mentir. On a les cils qui raccourcissent un peu après ça. Comme travail particulier, j'ai joué dans le film Priest où j'ai doublé Maggie Q. Chaque jour du tournage, j'ai dû travailler câblé. Il y avait une super équipe spécialisée en câbles qui m'a appris à voler et à atterrir. J'adore me faire renverser par une voiture, vraiment. On ne peut pas s'entraîner autrement. Il faut se faire percuter par une voiture. Bravo. Demain, je vais me faire renverser pour la première fois. Je fais toujours attention de ne pas mettre de poids sur la jambe près de la voiture à l'impact. Comme ça, je peux rouler sur le capot. Ça m'angoisse, ça me stresse, mais c'est du bon stress. Il ne faut pas en faire trop souvent. Quand on fait une cascade dite secondaire, on ne double pas et on ne fait pas de cascade spécifique. On peut se trouver en arrière-plan quand il faut échapper à quelque chose de dangereux, par exemple. Les femmes finissent par doubler beaucoup d'actrices parce qu'il y a beaucoup de rôles dits quelconques, comme par exemple des policières, des militaires, des gardiennes de prison, des gens qui se font tirer dessus. Il y a des femmes à tous les niveaux de la société. Alors pourquoi pas à l'écran? Récemment, j'étais dans un film où il y avait tout plein de passants quelconques qui se faisaient tirer dessus. J'ai demandé au coordinateur pourquoi ce n'était que des hommes. Il m'a dit qu'il avait demandé si on pouvait ajouter des femmes, mais le réalisateur ne voulait pas qu'on voit des femmes blessées. Ils n'ont aucun problème pour mettre plein de filles nues à l'écran, mais oh là là, on ne veut pas voir de femmes se faire tuer. Du coup, dans ce film, on a embauché 10 cascadeurs hommes, mais aucune femme. C'est pas bien. C'est vrai. Quand les actrices sont doublées, il y a une grande probabilité que les cascadeuses doivent porter des talons super hauts, une grande probabilité qu'elles aient des vêtements sexy et très inconfortables. Mais elles doivent quand même se battre ou rouler sur le capot d'une voiture ou sauter d'un toit. J'ai travaillé sur Legends of Tomorrow. Et quand on vole et quand on est un super-héros, on se prend des coups. Quand on est une femme super-héros, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut placer des protections. Les gars ont des vestes en cuir, de vrais jeans et des protections partout. J'ai la chance d'avoir des manches longues et un pantalon et je peux me protéger comme une tortue ninja. Les femmes doivent être plus solides. Sur leurs talons hauts. Est-ce que les hommes mettent des talons? Non. J'aimerais bien protéger mes genoux quand même. Voilà ce que j'utilise. Suivant les cascades que je dois réaliser, j'ai un sac avec différentes pièces de rembourrage. Par exemple, celle-là, c'est ce qu'on appelle un pare-choc. C'est incroyable. On peut la glisser sous un jean serré et il y a une couche de gel protecteur qui enrobe mon genou ou mon coude. On peut s'en tirer correctement grâce à ça. Entre porter ça et ne rien mettre, on voit vraiment la différence.
Dans les Marvel, il y a beaucoup de scènes de combat où il faut faire des vrilles et des triples vrilles. C'est ce qui est demandé pour les réactions. Quand on le fait sur le trampoline, c'est différent du câble, bien sûr, mais plus on s'entraîne à tourner, plus on prend conscience de sa position. Dans Wonder Woman, on va te demander de faire un tour rapide, mais il faut ouvrir au bon moment et frapper avec l'épée. La conscience spatiale. Oui, c'est ça. J'étais une petite fille super timide. Je ne voulais pas parler aux adultes ou aux gens que je ne connaissais pas. J'étais toujours dans les jupes de ma mère. Mes parents m'ont emmené voir le Big Apple Circus quand j'avais 4 ans et j'en suis tout de suite tombée amoureuse quand j'ai vu les gens au trapèze. J'ai su que c'était ce que je voulais faire. J'aime tout ce qui est combat et chute. J'adore être en hauteur, tourner dans les airs, faire de hauts plongeons, des chutes de hauteur. Je parais peut-être musclée, mais si j'ai un haut à manches longues, je suis comme tout le monde. La taille, c'est vraiment mon gros défi. Surtout quand on a une origine particulière. On n'est pas normal. Ah, de quoi tu parles? On n'est pas toute fine. Personnellement, j'ai un peu de soucis avec ça. Je trouve que ça va trop loin dans ce métier pour les femmes. Le problème, c'est qu'il faut parfois se conformer physiquement avec l'actrice que l'on double. Il faut être super mince. Parfois, on m'appelle pour me demander de perdre 5 kilos pour la semaine suivante. Aucune fille n'a envie d'entendre ça. J'ai souffert d'anorexie quand j'étais au lycée, donc c'est extrêmement difficile pour moi d'entendre ça. Parce que je travaille très dur pour être toujours en forme et pour avoir confiance en ce que je suis. Je déteste quand j'essaie un vêtement et que c'est trop petit. Désolée, vous n'auriez pas quelque chose d'élastique? Chaque jour, quelqu'un autour de vous peut vous apprendre un petit truc ou quelque chose d'extraordinaire. Il faut juste être ouvert aux gens qui nous entourent. Je voulais me spécialiser dans les chutes de hauteur. J'ai acheté un airbag d'occasion qui venait de la caserne des pompiers du Colorado et j'ai commencé à sauter des toits là-haut. Jusqu'à ce que j'arrive à sauter de l'arche là-bas qui se trouve à 20 mètres de haut. J'ai appris la chute en sautant de cette arche. Parfois, ma façon de tomber ne sera pas la meilleure. Si je vois une autre personne qui tombe mieux, c'est à moi de comprendre comment elle fait et de lui demander sa technique pour que je puisse m'améliorer. Cet airbag a connu plus de chutes que tout autre airbag à Hollywood. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est juste me décrasser un peu parce que j'ai pas fait de saut depuis longtemps. D'accord. Je veux déjà revoir les bases. Ok. Il faudrait juste que tu me rappelles ce que je dois faire. Ce serait bien. Alors, on va commencer avec la base de la base. On va commencer par imiter un suicide. Tu commences avec un pied devant. Le pied est important, c'est la dernière chose qui quitte la plateforme. Il ne faut pas faire de mouvement de bras, comme si tu voulais te rattraper. Prends tes marques. L'airbag est prêt? Ouais, c'est bon. Toi, t'es prêt? Je suis prêt. Ok. Penche-toi et quand tu sens que tu quittes la plateforme, tu plonges. Génial. C'était dur. C'était dur. Un peu raide. J'étais raide parce que j'avais peur. T'es stressé? Ouais. Comment étaient les cascades sur Wonder Woman? Souvent, je courais sur quelques mètres et je sautais directement. Mais parfois, je me tenais sur le bord du mur, je faisais un pas en arrière et je tombais à la renverse sur un airbag. Ensuite, on faisait marche arrière et je remontais. C'était plutôt rusé. Maintenant, une chute arrière. C'est une chute très importante. La chute arrière, on en fait beaucoup dans les films. Il y a surtout une chose dont il faut que tu te souviennes, c'est qu'il ne faut pas exercer de force. Il faut juste reculer. Tu recules ton pied. Une chute arrière, attention. Ouais. C'est tellement dangereux. Je prie beaucoup avant mes cascades. Quand je quitte le bord de cette planche, je dois me sentir en confiance. C'était dans Matrix 2, je doublais Trinity, Carrie-Anne Moss. La séquence était très intense. J'avais quelqu'un à l'arrière, on était à contresens, on zigzaguait entre les voitures qui changeaient de voie, et à la fin, je devais éviter 2 semi-remorques qui m'arrivaient de face. Malgré la circulation, je roulais à 150 km/h. Dans la scène où on s'élance du toit du camion, je saute avec la Ducati, je descends et mes roues atterrissent sur la roue. Après chaque prise, il fallait vérifier l'état des pneus. Mon père disait toujours, j'ai peut-être 2 filles, mais elles peuvent faire tout ce que font les garçons, et même peut-être encore mieux. Il était très fier de ça.
Sur Total Recall, la cascadeuse qui doublait Sharon Stone était excellente. J'avais une bagarre avec Arnold où il me balançait par-dessus un comptoir. Il la ramasse, la projette contre le mur et elle tombe au sol. Quand c'est bien fait, la cascadeuse est invisible. On n'arrêtait pas de rejouer la scène. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander aux acteurs de faire. Parmi tous les pilotes de cascade, hommes et femmes réunis, je crois que la meilleure que j'ai vue travailler, c'est Debbie Evans. Il y avait deux types qui essayaient de drifter des voitures de course et ils n'y arrivaient pas. Alors ils ont demandé à Debbie de prendre le volant et elle a réussi à chaque fois. C'est là où je me suis dit que c'était une sacrée cascadeuse. J'ai participé à un concours qui s'appelle la CBS Stunt Competition. C'était à la fin de ma première année dans le métier et je concourais contre 9 des meilleurs pilotes à Hollywood. On devait faire une course automobile, une course de moto et une course à cheval. Et dans chacune, il y avait des éléments de cascade. J'ai gagné la course automobile. Je suis arrivée deuxième à moto seulement parce que quelqu'un... À la grande surprise des concurrents. J'allais le demander. Elle était face au plus grand cascadeur d'Hollywood et il n'était pas très heureux de voir qu'elle avait gagné la course. Mais ils vous ont respecté après ça, j'en suis sûre. Vous avez gagné leur respect. Oui, mais j'ai surtout gagné le respect de ceux qui étaient heureux de voir ces super pilotes se faire voler la vedette. Heureusement que j'étais jeune, naïve et un peu stupide parce que je ne savais pas tout ça. Moi, je voulais juste passer un bon moment. Et j'étais si heureuse, tellement contente d'avoir gagné. J'avais aucune idée de ce que je faisais. T'as su quoi faire en voiture, apparemment. Non, je veux dire du point de vue social. Ouais. Grâce à ce concours, j'ai été contactée par un cascadeur qui faisait le film Les Gladiateurs de l'an 3000 avec David Carradine et réalisé par Roger Corman. Il leur fallait une fille qui pouvait sauter au-dessus d'un ravin de 9 mètres à moto. Il m'a dit qu'il n'y avait personne dans le métier à l'époque qui avait ce genre de compétences. Alors je suis allée voir, j'ai essayé et j'ai eu le contrat. Le reste, c'est de l'histoire ancienne. Tout d'abord, je me disais qu'elle était folle. Mais plus je la regardais, plus je voyais ce qu'elle faisait et plus je me disais que je devais essayer à mon tour. Donna a fait une cascade extraordinaire où elle passait par une fenêtre. Et il y avait un cheval et un cavalier en bas. Du premier étage. Vas-y, raconte-toi. Ils voulaient le faire en une prise. Pour cette cascade, ils avaient fait appel à d'autres filles parce que moi, j'étais un peu plus grande que l'actrice. Mais elles avaient refusé. Alors le régleur de cascade allait embaucher un homme parce que c'est la règle. Si 3 filles refusent, on peut embaucher un homme. Comme j'étais là, il m'a regardé et m'a dit « Hé, Donna, tu veux pas le faire, toi ?» Et je lui ai répondu « Si, bien sûr. » Pour résumer, il fallait que je me jette par une fenêtre du premier étage, que je retombe sur le gars en bas, que je l'attaque et que je le frappe. Et dans la bagarre, il tirait sur son cheval et on se renversait tous. Heureusement, une prise a suffi. J'en aurais pas fait 2, c'est sûr. L'une de mes plus palpitantes et plus exigeantes cascades, c'était une glissade sur le flanc d'une montagne sur 60 mètres. Je finissais dans une mare, tout en bas. J'ai eu peur. Dans un frisson dans la nuit, on m'a appelé pour travailler avec Clint Eastwood à Monterey. Comme c'était avec Clint Eastwood, ça me mettait la pression. Il devait m'envoyer un coup de poing fracassant, je devais passer par la porte-fenêtre et tomber en bas de la falaise. C'était une bonne expérience. Ça a été formidable de travailler avec lui. Ma cascade la plus drôle, c'était au volant d'une Corvette avec Jack Nicholson dans Tendre Passion. Il était fou. Il conduisait avec ses pieds, il était saoul. Tout à coup, je devais tourner en freinant et le faire valser dans l'eau. J'ai été choisie dans le film Juge et hors-la-loi pour faire l'une des 3 prostituées. C'était comme ça qu'elles avaient été nommées dans le générique de fin. Les 3 prostituées, c'était Stéphanie, Ginny et Margot, les 3 sœurs Epper, bien sûr. J'ai été choisie pour être la favorite de Paul Newman. J'étais tout à lui. Dans la scène, il devait m'embrasser et me tripoter un peu. Vous plottez? Oui, exactement. Puis Victoria sort et tire avec son fusil de chasse calibre 12. Je me sauve en courant jusqu'au cheval, je monte dessus et je quitte la ville, sans jamais revenir. Au moins, vous avez eu les bisous. Je disais à tous les autres cascadeurs de ne pas regarder. Et quand j'ai jeté un œil, ils étaient tous là. Ils se moquaient de vous? Oui. Ça, oui. Quand on est une femme, il faut constamment faire ses preuves. Encore et toujours. Je ne sais pas comment c'est pour les cascades physiques, mais quand on monte sur une moto ou dans une voiture,
tout de suite, ils font des remarques. C'est pas tous les hommes, mais un certain nombre. Et même encore aujourd'hui, quand il y a une nouvelle équipe de caméramans ou autre, je dois leur prouver qui je suis. Alors que les hommes, eux, ils arrivent sur le tournage et ils ont tout de suite carte blanche. Même après toutes les récompenses que vous avez reçues toutes les deux, vous devez encore leur prouver qui vous êtes. Oui. Oui. Et malheureusement, si une fille ou une femme fait une erreur, ça la suit partout. Alors qu'un homme, lui, il va en rire et demander une autre voiture. Ouais. On accepte plus volontiers que les hommes fassent des erreurs. Oui, c'est vrai. Mais de mon côté, ce que je fais pour répondre à ça, c'est que j'essaie de ne pas le prendre personnellement. J'essaie de leur prouver qu'ils ont tort. Je suis une des cofondatrices de l'association des femmes cascadeuses. On était une quinzaine. On avait vraiment besoin de ce genre d'association parce que les hommes ne voulaient pas de nous. Quand on a demandé au président de l'association des cascadeurs si les femmes pouvaient en devenir membres, il a dit que c'était l'association des hommes cascadeurs. Ce n'était pas écrit femmes cascadeuses. Donc on a bien compris que c'était ancré au plus profond d'eux-mêmes. Ce métier était l'affaire des hommes. C'était un travail d'hommes. Il y avait la question des femmes et la question des Noirs. Et il y avait beaucoup de luttes dans de nombreux domaines à cette époque-là. Il fallait se battre pour que les Noirs obtiennent plus de travail et que les femmes puissent devenir coordinatrices de cascades. Tout était plus ou moins lié. L'Association des cascadeurs noirs était un groupe constitué d'hommes, mais aussi de femmes qui étaient membres fondateurs. Les hommes de ce groupe savaient ce que c'était, je peux le dire, de se sentir discriminés. Bien sûr. De ne pas avoir de proposition de travail, et je pense qu'ils l'ont compris pour les femmes. Quand j'ai été invitée à l'Association des femmes cascadeuses, j'étais au paradis sur Terre. Ces femmes étaient de vrais modèles pour nous. Il y avait May Boss. Je voulais tellement ressembler à May Boss. May Boss était une de mes grandes amies. On ne risquait pas de lui voler la vedette à elle. C'était une bonne cascadeuse, une femme solide. Elle m'a appris tout ce que je devais savoir quand on entend le clap de fin. Elle m'a appris à m'amuser. J'ai très bien connu Polly Burson. Polly était la reine des cowgirls. Et il y avait aussi Edith Happy. J'ai bien connu Stevie Myers et Jenny Coulter aussi, Helen Thurston. Je n'ai pas rencontré Baby Frist. Il y avait des grandes dames comme Regina Parton, Julie Ann Johnson, qui étaient devenues coordinatrices sur Drôle de Dames. Je crois même que c'est elle qui a été la première femme coordinatrice sur une série télévisée. Sur Drôle de Dames, je suis arrivée au 6e épisode de la première saison. J'ai co-dirigé et dirigé autour de 28 épisodes. J'ai grimpé les marches au fur et à mesure. Il y a beaucoup de cascadeuses très douées, mais pour moi, Peaches Jones, c'est mon modèle depuis toujours. Quand je vois les cascades qu'elle a faites et son talent, c'est Peaches qui m'a guidée. Elle avait été embauchée pour un contrat. Je vois. Peaches a travaillé quelque temps, et puis le coordinateur de cascade m'a appelé et il m'a dit qu'il voulait me donner la série. Avoir fait partie de... Oui, c'est incroyable. La première série qui mettait en vedette une femme, en plus une femme afro-américaine. Mais ce n'est pas une question de noir ou de blanc, on croit toujours que c'est ça. Mais non, c'est une question de billets verts, une question d'argent. Je vais vous donner un exemple. C'était une scène avec une voiture. La voiture devait tomber dans un lac et il fallait doubler une femme. Donc j'ai fait toutes les scènes de course-poursuite jusqu'au moment où la voiture doit tomber dans le lac. Et puis, ils m'ont dit que je devais sortir de la voiture. Je devais rester sur le bord en attendant de voir le type sauter. J'ai demandé pourquoi, et on m'a répondu que c'était parce que je n'avais pas le brevet de plongée sous-marine. Ensuite, ils m'ont embauché pour une cascade dans un bassin, à l'arrière de la MGM, où je devais sortir d'une voiture et remonter à la surface. Il est évident que si je pouvais faire ça, je pouvais aussi tomber dans le lac. Bien sûr. J'ai découvert plus tard que le cascadeur n'avait pas de brevet non plus. Les cascades de voitures ou de motos sont plus dangereuses, donc il y a un ajustement. Plus la cascade est dangereuse, mieux c'est payé. Donc la question, c'était d'assurer la scène qui va rapporter. Et je pense que ça a toujours été ça. Et franchement, je crois bien que ce sera toujours comme ça. Captain America, le soldat de l'hiver, a été mon premier gros contrat. J'ai travaillé avec une des meilleures, Heidi Moneymaker. On doublait Scarlett Johansson.
On doit aider les actrices à jouer leur rôle autant que possible, parce que c'est leur personnage et leur film. De notre côté, quand on fait quelque chose à leur place, on essaie de faire au mieux pour respecter leur jeu. Donc c'est très important de bien se comprendre, d'avoir un bon feeling réciproque. Ça ne peut donner qu'un meilleur résultat à l'écran. C'est sûr, c'est plus compliqué que juste trouver quelqu'un de la même taille qui pourra enfiler les vêtements ou la perruque. J'ai appris ceci de Rita Eggleston. Rita doublait Lindsay Wagner dans Super Jamie. Rita avait une méthode bien à elle. Elle ne se contentait pas d'étudier son actrice, d'essayer de lui ressembler et de jouer comme elle. Elle devenait Lindsay. C'était époustouflant. Je n'avais jamais pensé comme ça. Ce n'est pas juste la cascade en elle-même, ce n'est pas juste la question de savoir tomber par terre ou jouer la scène, c'est tout ce qui est lié, tout ce qu'il y a autour. C'est presque plus important. Il faut considérer chaque nouvelle cascade comme la plus importante. Parce que si on est trop détaché, si on ne donne pas tout ce qu'on a, si on n'analyse pas chaque chose au maximum de ses capacités, on a alors toutes les chances de se blesser. À chaque tournage, on nous donne une nouvelle voiture. Souvent, la première fois où j'appuie sur l'accélérateur, on me dit « action ». On ne fait plus de répétitions maintenant. Il faut monter dans une voiture et apprendre à la connaître immédiatement. Vous imaginez? Monter dans une voiture qu'on n'a jamais conduite et faire la cascade du siècle? C'est ce qu'on nous demande, donc c'est beaucoup de pression et beaucoup de stress. Si une cascade se passe mal, on peut décimer toute une équipe. Je peux dire qu'elle a marqué de nombreux points dans le monde de la cascade. Elle a fait des cascades exceptionnelles que seuls les gars les plus expérimentés arrivaient à exécuter à l'époque où moi je suis arrivé dans ce milieu. Quand on voit les coureurs de Formule 1 ou les coureurs automobiles en général, eux, ils ont juste un petit câble qui leur maintient les épaules de chaque côté. Mais, vu le genre de cascade qu'elle doit faire, elle peut faire des tonneaux. Alors je préfère cet équipement parce qu'il maintient le casque sur 4 points. Même si elle se retrouve à 6 mètres au-dessus du sol et qu'en retombant son corps subit une accélération de 60 G pendant 1 seconde, sa tête ne peut pas se détacher de ses épaules. Une des dernières grandes cascades que Jennifer a faites, c'était à Abu Dhabi. Un état tout près de la frontière avec l'Arabie Saoudite. Je devais foncer dans une voiture à 90 km/h et m'en servir comme rampe pour faire des tonneaux, et puis m'écraser au sol. Le prince à côté de moi était tellement surpris de voir une femme quand elle a retiré son casque. C'était super. J'ai pu lui faire un petit commentaire politique. C'était bien. J'ai eu l'occasion de faire des tonneaux en voiture dans un film, The Host. Et c'est probablement ma cascade préférée jusqu'à maintenant. La voiture était projetée dans les airs. J'ai fait 4 tonneaux. C'est la cascade la plus dingue que j'ai jamais faite. C'était fou. Énorme. Ouais. Vraiment chouette. Je me souviens quand j'ai vu les images, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est ma sœur. Un bon cascadeur automobile, c'est quelqu'un qui conduit avec énergie. Il n'a pas d'hésitation. Il va droit au but et il se donne à fond. Il faut monter dans la voiture et se dire que c'est elle l'acteur et qu'on est l'opérateur. Il faut amener l'action à l'écran. En général, les hommes sont assez imprudents au volant quand ils sont jeunes, contrairement aux femmes qui sont de bien meilleures conductrices. Elles sont plus responsables. On leur apprend donc à se défaire de leurs habitudes. C'est plus difficile parce qu'elles n'ont pas l'expérience. Elles n'ont jamais pris les bords de trottoir du parking du lycée pour rigoler, par exemple. Allez, c'est parti, t'as le feu vert. Fais-nous ce dérapage. Il faut apprendre à bloquer les roues arrière et à déraper. Il faut se servir à la fois du frein à main et de la pédale de frein. Ouais, très bien. La voiture et vous, vous faites qu'un. Vous dansez ensemble, mais vous dansez avec un monstre mécanique. Vas-y, Halima. Ok, j'y vais. Halima, t'arrives un petit peu trop vite. Il faudrait que tu relâches un peu pour ralentir légèrement. D'accord. J'essaye de faire ce que tu me dis, mais c'est pas facile. Pourquoi j'ai tant de mal à faire ça?
Je n'ai pas droit à autant d'essais quand je suis en tournage. Alors je viens m'entraîner ici. Et vu que j'ai pas travaillé en voiture depuis un moment, c'est bien pour moi. Comme ça, pour mon prochain contrat, je saurai ce que je dois faire pour être sûr de donner au réalisateur ce qu'il attend. C'était très bien, ça. Ouais! Mais je crois voir un petit problème. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as un pneu crevé. Mince, je le savais. J'adore Zoé Bell. C'est un modèle pour moi parce qu'elle a commencé cascadeuse et maintenant elle est actrice. J'ai travaillé avec Zoé sur le film La Reine. C'était la première fois que je combattais contre elle. Ça a été une expérience formidable pour moi. On doit savoir se battre. J'ai fait une scène de combat avec Keanu Reeves dans John Wick. On détestait faire ces combats de filles où il fallait se tirer les cheveux et s'agiter un peu. On détestait ça. Si je dois me battre, je veux mettre des coups. Polly Burson, c'était une de mes idoles. On a fait une bagarre ensemble. Ça commençait dans un salon à l'étage, ça continuait dans l'escalier jusqu'au saloon, au-dessus d'une table et à travers une fenêtre. Il faut savoir faire une bagarre générale. Une bagarre doit raconter une histoire. On a joué une énorme bagarre dans Dynasty, quand Linda Evans se bat contre sa méchante sœur jumelle. Pas de protection au genou. Ni au coude d'ailleurs. Une bonne vieille bagarre. On se jetait par terre, on se filait des coups, on n'en ratait pas une. Il y a quelque chose de très primaire dans un combat. On m'a dit au téléphone qu'il y avait une audition pour Kill Bill. Pas pour un combat de filles, mais pour un vrai combat avec des coups. Du coup, j'ai rencontré Zoé. Je ne la connaissais pas du tout. Uma et elle s'entendaient très bien, comme moi avec Vivica. C'était comme une famille. C'est comme une danse entre deux personnes ou plus. Et quand c'est bien fait, ça vous aspire complètement. J'ai travaillé sur Charlie et ses drôles de dames, où j'ai doublé Cameron Diaz. Avec une autre cascadeuse, Shona Doggins, on devait tomber ensemble et puis se rattraper à une poutre. Et il fallait se mettre une bonne rouste, comme on dit. On était dans un drôle d'état pendant un moment après cette scène-là. Mais il faut être solide, parce que c'est ce qui nous attend. C'est la vie dans ce milieu, il faut savoir jouer avec la douleur. Si on reste dans le métier suffisamment longtemps, on finit par se faire de sacrées blessures. Et malheureusement, certaines sont là pour toujours. Il faut s'endurcir et ne pas se plaindre. Je me suis cassé la jambe 3 fois, l'épaule, la main, les dents, le nez. J'ai déjà fait une chute avec des côtes cassées. C'est fou, et vous ne vouliez pas paraître non professionnel. Oui, on n'a pas envie que quelqu'un sache qu'on est blessé. C'est un truc de cascadeur, de cascadeuse. On dit jamais à personne qu'on est blessé. Quand on remonte dans sa voiture et qu'on a la tête qui tombe sur le volant, c'est à ce moment-là qu'on sait que la douleur est là. Traumatisme cervical, commotion cérébrale, ça arrive. Personne ne sait. Une cascadeuse ne ressent pas la douleur. Votre meilleur ami, c'est la glace. Je me dis qu'il faut que je pense à l'après parce que je peux pas me blesser sans cesse. Mais en même temps, quand je vous vois, vous êtes en bonne santé, pleine de vie, vous êtes toujours prête. Je suis sûre que vous seriez prête à tomber d'un escalier et vous aimeriez encore ça. Vous êtes un vrai modèle pour nous. Peut-être que j'aimerais pas ça après, mais pendant, oui. C'est ce que je dis. Certaines actrices n'ont jamais l'occasion de rencontrer leur doublure. Mais aujourd'hui, je vais à Santa Clarita, à 60 km au nord d'Hollywood, pour retrouver Debbie Evans. Salut les filles! Debbie a fait la plupart de mes scènes de voiture dans Fast and Furious. C'est une badass, comme j'aime l'appeler. Elle connaît le milieu depuis longtemps. Salut! Bonjour! Comment ça va? Bonjour! Oh, regardez ça! Oh, c'est trop cool! Vous faites des saltos arrière et tout ça? Ce sont nos motos de trial. On a toujours un plan A, B et C. Le plan A, c'est ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent. Le plan B, c'est ce que nous, on veut. La façon dont on veut que ça se déroule. Et le plan C, le plus important, c'est quand on imagine le pire des scénarios qui puissent arriver et on essaie de l'aménager pour qu'il se rapproche le plus possible du plan A.
Je ne pense pas à la possibilité de me blesser. J'essaie de visualiser ce que je dois faire, je visualise comment réussir et je le fais. J'essaie de ne pas trop réfléchir. Même pour les cascades physiques, si je ne peux pas les visualiser en fermant les yeux, je sais qu'il y a un souci. Je sais qu'il y a quelque chose que je dois vérifier à nouveau parce que ça manque de sécurité. Quand ils annoncent moteur, action, c'est comme si tout passait de là à là. Et après, on arrive à faire des choses surhumaines. Il faut réussir à visualiser du début jusqu'à la fin, sinon ça ne va pas. Tu peux t'en sortir comme tu peux y rester. Donc, c'est toujours mieux d'être capable de visualiser le déroulement de l'action quand tu fermes les yeux. Et si on ne peut pas arriver au plan A dans sa tête, si on ne peut pas trouver un moyen d'assurer sa sécurité et celle de l'équipe, alors on ne fait pas bien son travail. En tant que femme, on se rend compte quand on commence à travailler dans le milieu que là où un homme va se servir de sa force pour arriver à quelque chose, nous, on se sert de notre finesse. Notre centre de gravité est différent et nos méthodes doivent être un peu différentes. Mais on arrive souvent à faire ce qu'il nous demande. Il faut juste le faire. Avec grâce. Au début de ma carrière, je me souviens que 6 hommes m'avaient briefé pour passer au-dessus d'une balustrade et faire une grande chute dans une cage d'escalier. Le centre de gravité pour les hommes, c'est ici, oui, c'est ça? Pour eux, c'est ça. Un des types faisait 1m80 et un autre 1m90. T'as déjà fait plein de grands rôles d'action. Oui, parce que les gars sont cool. Une fois qu'ils ont compris que j'aime me battre et tirer au pistolet, ils se disent « Ok, on va lui dire de venir ». Je me souviens la première fois où on a travaillé ensemble, tu disais « J'aimerais tellement faire ce que vous faites. » Et tu dis encore la même chose. Oui, je me disais que j'avais raté ma voie. Je pensais qu'en faisant des films d'action, je pourrais m'éclater, mais j'ai compris plus tard que c'est Debbie qui s'éclate. Dans En cavale, on avait une longue scène en bus avec tout un groupe de personnes âgées qui partaient en voyage. Je voulais que 90% de la scène soit réelle, alors comment y parvenir? Ils ont réfléchi et ont conçu un bus qui avait un volant et un écran au niveau de la soute. Et la personne qui conduisait, incroyable, c'était une nana. C'était Donna. Quand ils ont ouvert la porte, ils m'ont dit de venir voir la personne au volant. J'ai fait « Mais c'est une femme !» J'étais tellement contente, elle est géniale. Speed, c'était super. J'ai pu conduire un bus sur une piste de l'aéroport de Los Angeles. C'est trop cool. Sur un plan, on sort par le dessous du bus. Je me souviens, il freine et ça commence à faire des étincelles. Oui, c'était moi et une autre doublure. On était tirés par le bus sur la piste et ensuite ils nous ont lâchés. On devait finir notre route tout seul. Je me souviens plus. T'avais des manches longues ou pas? Bien sûr que non. Je portais une petite robe super courte avec un body en dessous. C'était un string d'ailleurs. Oh, c'est dingue. Je déteste ces trucs. Qui a pu inventer ce fil dentaire? J'avais mis du ruban adhésif partout sur mes cuisses pour ne pas être gênée. Ensuite, ils nous ont lâchés, on a traversé la piste, on a atterri dans la terre et on a fait des roulés-boulés sur nous-mêmes. C'est dingue. On allait tellement vite sur le sol. Ce que je fais maintenant, c'est moins dangereux que les cascades. Pour les courses automobiles, je me sers des mêmes méthodes que j'ai suivies pour les cascades. J'aime me lancer des défis dans toutes sortes de domaines. La course, pour moi, c'est un nouveau défi. Est-ce que je vais y arriver? Je pense que oui. Il ne faut pas casser la voiture. Hé, Lane, je voudrais m'échauffer un peu. Je vais d'abord commencer par ici. Bien reçu, c'est dégagé. Tu aimes? J'adore. Il y a quelqu'un dans la rue, attends. C'est super que tes voisins ne disent rien là-dessus. C'est pour ça que j'essaie de ne pas aller trop vite.
Ok, je l'ai maintenant, c'est bon. Je reste en attente. Une course-poursuite? J'attends ça depuis ce matin, bon sang! Ça alors? Ça y est! Incroyable! Wow! Ça m'a pris 2 heures! C'est pas vrai! Nom d'un chien! T'as vu comme j'ai dû m'accrocher pour y arriver? T'as vu comme c'était difficile? Non, j'étais pas là. La vache! Eh ben, parfois on a des bons jours et parfois des moins bons. Je suis tellement heureuse d'avoir enfin réussi ce dernier dérapage. Je voulais pas partir tant que j'avais pas réussi ça. Normalement, c'est pas aussi difficile, mais aujourd'hui, c'était dur. Je me suis battue, mais j'ai enfin ce que je veux. L'une des raisons qui fait que la famille des cascadeurs est si grande et si soudée, c'est que notre travail est aussi de s'assurer que les autres vont bien. On vérifie tout le temps si les autres sont en sécurité. Même si c'est des gens qu'on connaît pas bien, dès que ça tourne, on fait attention à ce qui nous entoure. On essaie de se protéger. Beaucoup de gens pensent qu'on n'a jamais peur de rien, mais c'est faux. La peur est super importante, il faut y faire attention. Oui. Si on a peur d'une cascade qu'on doit faire, il faut se demander pourquoi on a peur et ce qui manque dans notre préparation. On a travaillé ensemble sur Fast and Furious 7. Elle doublait Michelle Rodriguez et moi je doublais Ronda Rousey. Il y avait une scène de bagarre terrible. Heidi m'a fait passer par-dessus une rambarde et on a atterri sur la platine d'un DJ. J'ai commencé à répéter, et René aussi. On avait installé tous nos équipements ici et là, et l'un des assistants qui était là déplaçait tout le temps le matelas de réception. Mais je savais qu'elle devait passer par-dessus la rambarde et que moi j'allais passer au-dessus d'elle. Alors j'ai replacé le matelas là où je le voulais, mais lui, il continuait. J'ai dit « Non, s'il vous plaît, c'est assez grand, laissez-moi le mettre où je veux. » Et ça a créé un peu de tension. J'avais un peu d'appréhension pour le saut que je devais faire. Je devais être projetée dans une vitre de 2 mètres par 2, avec une monture en verre trempé, que le gars des effets spéciaux brise à distance. Si je ne me retrouvais pas dans la bonne position, je risquais des commotions ou je pouvais me faire mal aux jambes. Une fois que tout ça a été plus clair, il fallait aussi faire attention à ne pas se casser le coccyx sur le sol en marbre. Mais je t'ai pas demandé où tu voulais le mettre. Je me souviens que tu m'as dit « Peu importe ». Tu me faisais entièrement confiance. Et là, je me suis dit, attends, réfléchissons un peu. Parce qu'il ne faut pas faire ça. Même si je suis ta sœur, il faut dire où tu penses placer ce matelas. Si quelque chose te semble bizarre, il faut arrêter. Il ne faut jamais jouer avec ça, parce qu'à la fin, c'est ta vie qui est en jeu. Comme j'ai fait du parachutisme, je suis assez à l'aise pour dire non, parce qu'on m'a souvent confié la vie d'autres personnes. J'ai pris des décisions dans le passé qui se sont révélées être les bonnes. Les conséquences auraient été désastreuses si je n'avais pas été celle qui faisait trop de zèle et qui disait non. C'est évidemment la chose la plus difficile à évaluer. On s'entraîne pour arriver à quelque chose. On sait qu'on peut le faire, mais en même temps, il faut savoir dire non quand ça manque de sécurité. Quand on sait que ce sera mieux d'y revenir plus tard. Il faut apprendre à trouver le bon équilibre. Avec l'âge, j'ai appris à dire « je ne me sens pas bien, j'ai besoin de 5 minutes, il faut que j'arrête ». Je ne peux pas faire cette cascade, parce que je veux voir grandir mes petits-enfants et mes filles. Je veux profiter d'eux, je ne veux pas me retrouver dans un fauteuil roulant, donc maintenant je sais dire non. Maintenant, sur un tournage, si quelqu'un installe un truc de façon bizarre, ou si les protections ne nous semblent pas assez sûres, toutes les deux, on dit non, il faut revoir tout ça. Ce sont des gens vraiment super talentueux, mais il y a toujours du danger, c'est inévitable. Indiana Jones et le Temple maudit. C'était incroyable, la quantité et l'intensité des cascades. J'ai failli mourir sur le tournage. Dans la scène où on tombe de la falaise dans un bateau pneumatique, on devait être projeté d'une rampe à 20 mètres dans les airs et atterrir dans des rapides de classe 5 et puis poursuivre dans la rivière. Je voyais qu'ils faisaient des tests et ça ne marchait pas. Le bateau descendait en piqué. Alors je leur ai dit qu'il me fallait un gilet de sauvetage, sinon je ne sautais pas. Parce qu'on ne pouvait pas survivre à ce genre de chute. J'ai à peine eu le temps de me dire « Allez, c'est parti », que j'étais déjà dans l'eau. C'est la dernière chose dont je me souvienne. J'ai parcouru près de 900 mètres dans les rapides avant qu'ils se rendent compte que j'étais là-bas.
J'étais tellement fière d'avoir réussi à tenir tête à ces kayakistes parce que ce gilet m'a sauvé la vie. On ne se lance pas comme ça à l'improviste. C'est vrai. On répète, on parle au caméraman, on sait où l'on est et ce que l'on fait. On ne saute pas comme ça dans un escalier, on suit un plan, les coordinateurs sont là. Et on espère qu'ils travaillent bien, mais parfois non. Et on se fait mal. La sécurité? Quelle sécurité? Tu viens de faire la cascade. Il y avait JD et moi. JD doublait Pam Grier et moi, je jouais une lesbienne. Je suis dans un bar et j'essaie de mettre le grappin sur une fille, mais elle n'est pas intéressée. Elle me repousse. Pam Grier avance vers moi et une bagarre éclate. On commence à se taper dessus, ça vole dans tous les sens. Ma sœur est envoyée contre le jukebox. Pam prend un cadre du mur et elle doit me le fracasser sur la tête. Je lui avais dit de s'avancer d'un pas pour être au centre, mais elle ne l'a pas fait. Alors elle a tapé avec le bord et m'a ouvert le crâne. On m'a amené à l'hôpital et j'ai eu 10 points de suture à la tête. Pas de commotion cérébrale? Je ne me souviens pas, je suis allée boire un coup après. C'est pas vrai, je vous fais marcher. Je ne sais pas, moi. Malheureusement, j'ai eu 2 accidents avec 2 fois le dos cassé. Pour un des accidents, c'était à la fin d'une cascade bien nulle, où on était embauchés pour sauter d'un grand 8 qui déraillait. On nous a dit qu'au moment de dérailler, 3 d'entre nous allaient par là et 3 autres par là. Il y aurait un bâtiment en toc sur lequel tomberaient ceux qui se trouvaient à gauche dans le grand 8. Ils avaient des matelas de réception à l'intérieur. Et les 3 autres personnes de ce côté, on devait tomber sur du sable. Alors j'ai dit, vous savez, le sable c'est dur. C'est ce que je me disais, ils croient que le sable c'est mou. En plus, comme on était sur la plage avec la marée montante, le sable était bien tassé. Mais c'est là où je suis bête. 3 cascadeuses ont dit non, on passe notre tour. Mais moi, têtue comme je me suis dit que si les hommes le faisaient, je pouvais le faire aussi. On était tout là-haut, assis dans le wagon, et je vous jure, j'ai vu l'ambulance arriver. Ils nous ont lancés, et tout est allé de travers. Absolument tout. J'ai essayé de me projeter vers le sable, qui devait amortir ma chute, même si je savais que ça n'allait pas le faire. Et au moment où j'étais dans les airs, je me suis dit, ça va faire mal. On s'est écrasé, je me suis cassé le dos, et on est parti dans l'ambulance que j'avais repérée auparavant. On est parti direct à l'hôpital. Une fois qu'on a vu quelqu'un se faire vraiment mal sur un tournage et être emmené en ambulance, le respect n'est plus le même. On ne voit plus les choses de la même façon. On se dit, ça c'est réel. Dans Retour vers le futur 2, il y a eu un accident très grave. Cheryl Wheeler, une excellente cascadeuse, s'est retrouvée projetée dans un pilier et elle a dû subir de multiples interventions chirurgicales. C'est un des rares accidents que l'on peut voir dans un film. Il y a eu un accident sur le tournage de l'équipé du Cannonball. Le coordinateur de cascade avait choisi de mettre une fille, une cascadeuse, dans une voiture. Elle ne conduisait pas, elle était simple passagère dans l'Aston Martin. Elle accompagnait juste la doublure de Roger Moore. La veille, ma propre fille avait fait cette cascade. Elle était dans la voiture à la place de cette fille, mais on l'a appelée sur un autre projet et c'est Heidi qui s'y est collée. C'était la petite amie du coordinateur des cascades. Le pilote, c'est une des raisons de l'accident, n'a pas fait attention à l'endroit où il devait tourner. Il l'a dépassé, a tourné trop tard et la voiture a percuté la fille. La collision a été terrible. Elle s'est retrouvée tétraplégique. C'est pas drôle de tourner dans ces cas-là. Quand ils ont crié « Action », on a vu le cascadeur s'élancer du haut de la montagne. Il a commencé à tomber. Et on s'est tout de suite rendu compte qu'il n'allait pas réussir à atteindre l'airbag. On s'est tous mis à courir. On était prêts à se jeter en tas sur le sol pour amortir sa chute. Je ne sais pas ce qu'on était prêts à faire, mais à ce moment-là, le plus important, c'était sa survie. Il n'a pas atteint l'airbag. Mais il se passe quelque chose quand on perd... Quand on perd une personne comme ça, quand on sait que c'est de notre responsabilité, on se devait d'être là pour lui et on n'a rien pu faire. C'est quelque chose, je pense, que les cascadeurs gardent tout le temps en eux. Bien sûr. Je n'ai pas réussi à être là pour le sauver, pourtant c'était mon devoir. Quand un cascadeur meurt,
C'est toute la communauté qui perd un membre. Peu importe ce que veut le réalisateur, en tant que coordinatrice de cascade, il est important de faire attention aux acteurs et aux cascadeurs. Il faut s'assurer que tout le monde quitte le tournage en vie. Quand Sonia Davis est morte, je suis allée à l'hôpital. Ça a été vraiment traumatisant pour moi, parce qu'elle avait commencé un peu après moi. On s'entraînait ensemble, on sortait ensemble. J'étais dans un tel état que j'ai failli arrêter les cascades. Elle a fait une cascade qui était très dangereuse, une chute de 15 mètres, une chute de hauteur en arrière. Je pensais qu'elle allait s'en sortir. J'aurais jamais imaginé qu'au début de ma carrière, ce serait une femme afro-américaine qui décéderait. Je pense que ça fait partie de notre travail. On prend des risques. Oui. Et parfois, on n'y peut rien. Ça ne marche pas comme on voudrait. Ce genre de choses, ça reste avec vous pour la vie. C'est là pour toujours. Vous l'avez toujours en tête. Ce dont je me suis rendu compte alors, c'est que plus souvent qu'on ne le croit, votre vie est entre les mains de quelqu'un d'autre. Ou alors sa vie est entre vos mains. Mais quand le moment arrive, on oublie tout. Et cette personne devient votre priorité. La vie et l'avenir d'une personne valent toujours plus qu'une cascade. Comme il y avait de la drogue qui circulait, les accidents étaient plus fréquents. Si vous saviez la quantité de cocaïne consommée, parfois il fallait leur essuyer le visage. Quand elle a travaillé pour Drôle de Dame, c'était la première cascadeuse à devenir coordinatrice. Mais tout à coup, la série s'est arrêtée. Il y a eu du changement et Julie n'est pas revenue. J'étais avec Ginny Coulter, une très bonne cascadeuse. Elle doublait Cheryl Ladd et moi je doublais Farrah Fawcett. On était dans une voiture qui roulait à toute vitesse vers un avion et à un moment donné on nous donnait le signal pour sauter par les portières arrière. Il y avait un petit drapeau, une marque, pour nous indiquer l'endroit et le conducteur était censé en tenir compte, pour savoir quand ralentir. Mais dès qu'on a ouvert les portières, il a accéléré. Ginny a réussi à sortir, mais moi je n'arrivais pas à me dégager, j'étais complètement désorientée. Alors j'ai poussé le plus fort possible, mais je me suis cogné l'arrière de la tête et je me suis retrouvée par terre. Quand on nous a mises dans la voiture direction l'hôpital, on s'est regardé et on s'est dit « mais il a accéléré !» Il y avait beaucoup de cascadeurs au début qui se stimulaient comme ça. Le timing est forcément mauvais si on est sous influence. C'était dangereux et ils savaient que c'était dangereux. Cette drogue rend nerveux. Si tu te plains des toxicos, Johnson, ta carrière est finie. Il y a tant de choses qui se sont passées pendant ces années-là avec Julie et ce qui s'est passé quand elle a été remplacée. Après ça, on m'a dit que je ne reviendrais pas pour la 5e saison. J'ai pensé que ça allait la tuer, qu'elle serait dévastée. Alors j'ai décidé qu'il fallait que je me batte pour ma carrière. Je devais recevoir plus d'1 million de dollars. 13 ans de procédure. Je n'ai jamais eu un centime. Julie croyait sincèrement qu'elle ne faisait que son devoir. Mais eux, malheureusement, ne le voyaient pas comme ça. Julianne Johnson a dénoncé la présence de drogue sur les tournages et le danger de travailler avec des cascadeurs sous cocaïne. Elle n'aurait jamais dû être mise sur la liste noire pour ça. Ça m'est arrivé aussi. Vous aussi, vraiment? Oui, au début des années 70, quand on commençait à voir des femmes qui voulaient devenir co-coordinatrices. L'association des cascadeuses, j'en étais la présidente à l'époque, a écrit une lettre que j'ai signée. Et pendant 5 ans, je n'ai plus travaillé pour Universal. Personne ne m'a rien dit, j'étais juste évincée. Je n'avais personne à poursuivre en justice, pas de procès possible. Ils m'ont juste effacée. Plus d'appel. Je ne pouvais rien faire. Il fallait que je prenne les choses comme elles étaient. Je me souviens en avoir parlé à mon père qui m'a dit qu'il fallait attendre que ça passe, que ça reviendrait un jour. À l'époque, si on disait quelque chose, on était une garce. Donc c'était mieux de ne pas en être une. C'est sûr. Ah, papa. Avec un peu de chance, les cascadeurs poursuivent leur carrière dans la coordination ou la réalisation de cascades. C'est malheureux, mais il y a encore très peu de femmes qui sont coordinatrices. Celles qu'ils deviennent sont très talentueuses, mais ça reste encore... Même aujourd'hui,
Un milieu incroyablement sexiste et incroyablement raciste. À l'époque où j'étais encore très jeune et où je réfléchissais à ce que j'allais faire, j'avais autour de 30 ans, on m'a fait venir dans un bureau pour me dire qu'ils avaient l'intention de former 2 femmes pour qu'elles deviennent coordinatrices de cascade. Ça m'intéressait. Je luttais pour ce genre de proposition. Alors j'ai demandé comment ça allait se passer. On m'a dit que je n'aurais certainement plus du tout de temps à consacrer à ma famille. J'ai entendu tout un tas de choses négatives. Je pouvais devenir la plus grande coordinatrice de cascade de Hollywood, mais il fallait accepter d'abandonner certaines choses. Alors j'ai dit que je devais rentrer pour m'occuper des devoirs de mes enfants. Quand j'ai commencé, quelqu'un m'a dit « Si tu te maries, personne ne t'embauchera. Si tu as des enfants, ils arrêteront de te donner des contrats. Si tu refuses des boulots à l'extérieur, tu n'auras plus de travail. Quand on vieillit, après 40 ans, tu peux dire au revoir à ton boulot. » Même si j'étais assez reconnue pour être coordinatrice de cascade, il y avait toujours quelqu'un qui me faisait comprendre que j'étais une femme, donc qu'il avait des doutes. Il fallait toujours que je leur prouve que je savais ce que je faisais. Si on reste de simples cascadeuses, on n'est même pas considérés comme des citoyens de seconde classe. C'est ça le souci, c'est ça le problème. Il n'y a pas beaucoup de femmes coordinatrices. Si on compare entre les hommes et les femmes, les cascadeuses qui deviennent coordinatrices sont beaucoup moins nombreuses que les cascadeurs. C'est un monde masculin, ce monde de cascadeurs. Mais j'ai jamais accepté que ce soit un frein pour moi. Il y a certainement beaucoup plus de femmes qui commencent à devenir coordinatrices parmi la nouvelle génération. Ce sont des cascadeuses formidables, qui ont beaucoup d'expérience et qui comprennent parfaitement les séquences. C'est leur tour maintenant. Ça doit faire environ 25 ans maintenant. J'ai reçu un coup de fil d'un coordinateur qui travaillait sur une série intitulée X-Files. Personne ne savait ce que c'était. Je me souviens avoir lu le script un jour dans la loge et je me suis dit, quoi ? Des agents du FBI qui poursuivent des extraterrestres? Ça ne va jamais marcher. Ils ont fait 10 ou 12 saisons. Il y a 3 ans, j'ai eu un appel de la productrice, Grace Gilroy, et de Chris Carter, le créateur de la série, qui m'ont dit qu'ils reprenaient du service et qu'ils aimeraient que je revienne pour être la coordinatrice des cascades. Alors je leur ai dit que j'étais partante, bien sûr, et maintenant je travaille sur la série. Je dirige l'équipe des cascadeurs. Les meilleurs coordinateurs réalisent des prévises, des vidéos qui filment les cascades en amont. On filme les répétitions. De nos jours, on se prépare beaucoup plus. On répète et on fait des prévises de pratiquement tout. Je suis venue hier avec Chris, 2 des cascadeurs et le chef accrocheur-rigueur. On a lancé quelques idées, ça a collé. Chris fait avancer l'histoire. Il a une vision générale qu'il garde en tête par rapport aux personnages et à la façon de tout mettre en scène. On a réfléchi à 10 scénarios hier, 10 séquences. William sera poursuivi par 12 soldats. On a planifié tout ça, pris des photos et aujourd'hui on le fait en entier. On va faire toutes les cascades et détecter les problèmes. Comme ça, demain, on aura une série de vidéos, c'est-à-dire un storyboard visuel animé, si vous voulez, pour organiser la journée de demain. Action! Pour SOS Fantôme, on s'est vraiment bien amusé parce qu'on avait 20 cascadeuses en plus de tous les autres cascadeurs. Elles ont commencé à tourner leur propre version des scènes de cascade que j'avais écrites. Elles m'ont montré leurs vidéos avec tous les effets sonores, les effets spéciaux, les balles de revolver, les choses qui volaient ici ou là. Elles avaient tout intégré. Et ensuite, j'ai regardé. J'ai fait « Waouh, ça c'est chouette. Et si on faisait ça comme ça, ou peut-être on pourrait mettre quelque chose ici ?» C'est vraiment sympa parce qu'elles filment de l'intérieur. Je les vois tomber et ça me donne des idées. Donc, le jour du tournage, on est prêt. Ensuite, il faut juste recréer tout ça. Mais même à ce moment-là, ça reste amusant parce que c'est au tour des vrais acteurs de jouer. Et même si on laisse les cascades les plus difficiles aux professionnels, moi je travaille avec de véritables guerrières dans mes films. Et action! Ce que j'aime chez les régleurs de cascades, qui sont aussi les réalisateurs seconde équipe, c'est qu'ils ont leur propre manière de filmer les cascades. Coupez! Ils pensent surtout à la façon de rendre la scène plus intense ou plus amusante. Le double de William descend de ce toit, il glisse par ici, atterrit juste là et repart par là. Moteur et action! J'ai travaillé auprès de grands réalisateurs et du coup, j'ai pu les observer discrètement et apprendre.
J'essaye de faire au mieux pour apporter quelque chose à l'histoire et au film. Prêt et action! Il y a trop peu de réalisatrices seconde équipe, c'est dommage. Il devrait y en avoir plus parce qu'on a une approche et une vision différentes. Danny, tu pourrais amener ta voiture ici? Je voudrais que tu suives la voiture avec la caméra. Compris. Une créativité et des méthodes différentes. L'ensemble de l'équipe va aller près des marches là-bas. Mélissa et moi, on va continuer ici avec les cascades. Faut se dépêcher maintenant. On le refait du début? Ouais, on fait l'ensemble. Toute la boucle? En entier. Ok, Hendrik sur place. Hendrik? En tant que coordinateur, il faut savoir réaliser de nombreuses tâches et généralement, par rapport aux hommes, les femmes sont plus douées en matière d'organisation et de planification. Elles savent mettre leur ego de côté. Parfois sur un tournage, la testostérone prend le dessus. C'est un peu à qui criera le plus fort. Les femmes sont un peu plus subtiles en général. On va réfléchir et trouver différentes possibilités plutôt que de passer en force en disant « c'est comme ça que ça doit être fait, un point c'est tout ». Je voudrais dire à l'équipe de prod extérieure, aux assistants de production, de ne pas avoir peur de dire s'il y a un problème. Si vous voyez un truc qui ne doit pas être dans le champ, je veux vous entendre dire 3 fois « stop, stop, stop ». Et si quelqu'un marche sur la route, courez, attrapez-le et déplacez-le. D'accord? Les femmes ont tendance à avoir un esprit plus analytique, à être un peu plus réfléchies. Elles ne sont pas dans l'agressivité, donc il faut augmenter son taux de testostérone un peu et se montrer non pas plus agressive, mais un peu plus confiante pour gouverner le navire. Ça a été cassé l'autre jour. Elles ont été écrasées? Ouais, c'est ça. Je travaille sur une scène avec Mélissa. Je suis juste la passagère. On fait de belles manœuvres. Je suis contente. J'adore le défi. C'est à chaque fois différent. Il faut toujours ouvrir l'œil et travailler ensemble. Pour une scène comme celle-ci, on doit tous s'adapter au timing des autres. Chaque élément est important. Il doit y avoir une grande part de confiance entre pilotes. La première voiture est devant. Scully est là. Intersection. Salut Brian. On peut déplacer les voitures? Non, on va d'abord faire le point avec les pilotes. Ok. Si je ne le fais pas, personne ne saura ce qu'il se passe. Il ne se passe rien au début. Ça va me prendre 5 minutes et ensuite ils iront déplacer leur voiture. Ok. Désolée. On peut pas plus tard? Non, on va faire ça maintenant. Vraiment désolée, ça sera pas long. Il ne faut pas s'attarder sur ce que les autres pensent. Il ne faut pas avoir peur d'être désagréable, comme je viens de l'être avec mon ami Brian, mon premier assistant réalisateur, alors que je l'adore. Mais je devais faire ce que j'avais prévu, donc je lui ai dit d'attendre. J'irai le voir un peu plus tard, je m'excuserai auprès de lui en lui disant que je n'avais pas le choix. Brian, on peut lancer la répète? Tout est bouclé? C'est dégagé, la route est à toi. Demi-vitesse, 3, 2, 1, action. Mélissa est une énigme. C'est un modèle au sein de notre communauté. Et quand on est cascadeuse, on sait forcément qui c'est. Beaucoup d'entre nous aspirent à avoir une carrière comme la sienne et à faire la moitié de ce qu'elle a accompli. T'as mis un harnais? Parce qu'on va te rentrer dedans, ça va être assez chaud. 3, 2, 1... C'est parti, la voie est libre. Il faut être très bien préparé, avoir un bon plan. Si on a un bon plan de route, c'est que du bonheur. Génial. 3, 2, 1, action. Coupez, 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 coupez. Magnifique, magnifique. Ah oui. Si on monte tous ces plans ensemble, ça devrait donner quelque chose de sympa. Le plus dur, c'est de faire comprendre aux producteurs et aux studios que les femmes peuvent être d'excellentes coordinatrices de cascades. Vous faisiez encore des cascades il y a 2 ans? Pour moi, c'est très motivant. Dans le film En cavale, toutes les personnes âgées dans le bus étaient des cascadeurs. J'insistais pour filmer des visages, je voulais qu'ils aient l'air réels. Alors ils ont fait appel à Ginny Hepper qui a joué dans la série Wonder Woman à la télé, la cascadeuse. C'était un véritable honneur de la voir sur le tournage. On était dans un bus qui se balançait de droite à gauche. C'était rien, je pourrais faire ça tout le temps, c'était drôle. Ils se sont bien amusés. Je crois que le plus grisant dans ce métier, c'est de réussir à faire ce qu'un être humain normal ne peut même pas imaginer faire. De pouvoir terminer une cascade en se disant « ça y est ». C'est tellement intense.
C'est ce qui me manque le plus. Oui, c'est presque comme une drogue. On a besoin de sentir que on a réussi à exécuter la cascade à la perfection après tout le stress, les frissons, l'excitation et puis les applaudissements à la fin. Ah oui, les applaudissements. Si l'équipe applaudit votre travail, vous savez que c'était bien, que ça paraissait réel. Quand je suis partie, quand j'ai quitté l'univers des cascades, j'ai compris que ça avait influencé ma façon de voir le monde, parce que je me suis rendu compte que, peu importe à quel point on peut avoir peur, on a quand même le courage de dépasser cette difficulté et de survivre après. C'est passé si vite, c'est fou. Ah oui? 50 ans. J'ai l'impression que c'était hier. Je dansais comme une folle sur les tables après les cascades. Oh là là. J'ai quand même ralenti. Je n'ai pas toujours été comme ça. Il ne faut pas croire que j'avais cette fougue jusqu'à mes 65 ans. J'ai arrêté quand j'avais autour de 60. Non, je rigole. Mais ça me manque terriblement. Je sais qu'on pense que je suis bien pour mon âge, mais je ne serai plus jamais cette Ginny Hepper-là. C'est fini. C'est tout. Oh, arrête. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes toujours cette Ginny Hepper que j'ai vue. Vous êtes dans les films, vous avez beaucoup marqué l'histoire du cinéma. Oui. Vous êtes toujours cette personne. Je veux juste redevenir cette bonne vieille Ginny. Mais vous l'êtes. Vous êtes partout. Vous avez gagné plein de récompenses. Oui, je sais, je fais ma gamine, là. Non, je comprends parfaitement. Mais vous devez savoir que les personnes comme moi vous admirent énormément. Merci. Vous êtes une telle source d'inspiration pour toutes les cascadeuses. Merci. J'espère que vous vous en souviendrez. Oui. Je vais vous installer des écrans partout avec des vidéos qui vous montrent en train de sauter de ci, de là, pour que vous vous rendiez compte de ce que vous avez fait. Oui. Vous voyez? Une fois cascadeuse, on le reste pour la vie. Mon but est de travailler sur l'égalité des chances pour les jeunes femmes. C'était pas seulement pour ma carrière, c'était pour laisser une empreinte de notre combat. Dans la vitrine de l'exposition Black Hollywood, ma grande veste blanche est exposée en plein milieu, au centre de l'expo. Donc oui, j'en fais partie. C'est incroyable. Oui, j'en suis très fière. Pour moi, travailler avec des femmes cascadeuses, ça n'a jamais été différent que travailler avec des hommes. C'est exactement la même chose. Le talent est le même, l'audace est la même. Je voulais faire ce travail et je voulais être reconnue pour mon travail. Je voulais pas qu'on me dise que ce que je faisais, c'était bien pour une fille. Je voulais montrer le meilleur de moi-même, travailler dur et être la meilleure sans qu'on fasse de différence. J'espère que toutes ces incroyables cascadeuses auront le pouvoir de réduire en poussière toutes les idées fausses et les idées préconçues que le public masculin peut encore avoir sur ce qu'une femme peut réussir à faire à l'écran. C'est parfois un défi dans ce milieu, parce qu'on peut se faire rattraper par toutes les choses négatives qu'on a vécues. Mais quand on prend du recul et qu'on compare avec toutes les expériences formidables que l'on vit, on a envie de tout oublier et de dire « Vous savez, ce qui s'est passé là, et alors? Je me fiche que ce soit arrivé, je vaux mieux que ça. Ça permet d'aller loin. » Il faut avoir confiance en ce qu'on sait faire. Et quand on ne sait pas, il faut travailler davantage. Ce n'est plus une question d'hommes et de femmes. Il faut se dire « C'est quoi le défi? Ok, j'y vais. » C'est vivre la vie à fond. Ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible. Faites-le.